Amis internautes, bonsoir Claude. Bonsoir Eric, et je vais le refaire encore une nouvelle fois, amis du soir, bonsoir. Promis, après je le ferai plus. Promis. Voilà. Alors pour le second jour consécutif, on a le bonheur de se retrouver ensemble. Je veux en profiter pour saluer Oui. évidemment les internautes fidèles qui nous suivent et puis remercier les modérateurs du chat, Sam Léo, Caroline Ruby et SSQ. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir pour la deuxième fois, je crois, mon cher Claude, François Béliot. Oui, Alors, François absolument. Béliot parle de beaucoup de sujets qui nous intéressent au plus haut point. Donc, on va pas le faire attendre plus longtemps. On va le recevoir tout de suite. Bonsoir François. Bonsoir Bonsoir, François, bonsoir Eric, bonsoir Claude. Alors, bienvenue. comme on l'a prévu, je vous laisse dérouler le début d'émission ensemble et je vous retrouve d'ici un quart d'heure si tout va bien. Parfait. Donc, François, donc ravi de te retrouver, hein, puisque tous les deux, en fait, oui, ça fait déjà donc 2 fois qu'on se retrouve sur TVADP. Et puis, nous avons eu le plaisir, tous les deux, de co-animer par 2 fois une conférence ensemble. Voilà. On nous a un jour proposé cela, on nous a projetés dans l'arène tous les deux. On ne se connaissait pas à l'époque. Donc, bon, ça s'est très bien passé, la preuve, puisqu'aujourd'hui, tu es là et je suis là et nous sommes là. Donc, impeccable. Alors, ce soir, ce qui va être intéressant, on va parler évidemment de ton livre. Voilà. L'anticonspirationnisme mis à nu, c'est The Book Edition, hein. Donc c'est en auto-édition. Donc chers amis internautes, vous pouvez le trouver donc chez Book Edition. Comme à l'accoutumée, si tu le permets François, à chaque fois que je reçois un Là, écrivain, j'ai une je lis coupure, je ne t'entends toujours. plus. Pardon? Allô? Allô, allô? Allô? Tu m'entends? Ah, tu... Je ne t'entendais plus là. Ça y est, tu m'entends là? Oui, c'est bon. Alors, je me voyais à l'écran, donc je pense que c'était bon pour moi. Mais alors oui, vas-y. Donc je disais que en fait, comme à l'accoutumée, quand je reçois un écrivain, je lis la 4e de couverture de son livre, et comme ça après, ça permet à nos amis internautes de situer le décor du livre, et puis ensuite, évidemment, on va commencer la salve des questions. Donc on va d'abord parler, si tu veux bien, de ton livre, et ensuite on va rebondir quand notre ami Eric va venir nous rejoindre. On va rebondir évidemment sur l'actualité, puisque l'actualité qui est malheureusement assez riche. Ça te va? Allons-y. Alors, allons-y. Alors, 4e de couverture de ton livre qui s'appelle donc L'anticonspirationnisme mis à nu. Trop de gens ont fini par croire, à force d'exposition subie à une propagande acharnée et obsédante, développée pendant une décennie entière avec une intensité toujours croissante, que des phénomènes comme le conspirationnisme, entre guillemets, et les conspirationnistes, entre guillemets aussi, existent et représenteraient en tant que tels un danger pour la démocratie, entre guillemets, la démocratie. Mais ne pourrait-on pas inverser les termes du problème? Point d'interrogation. Et si au contraire, c'était l'anticonspirationnisme et les anticonspirationnistes qui méritaient ce prédicat avec la menace associée? Telle est la thèse défendue dans ce livre à travers le récit de l'irrésistible ascension de 2005 à 2025, de la figure de proue la plus visible de cette réelle mouvance, en la personne de Rudi Reichstadt, et de son site Conspiracy Watch, largement alimenté par les fonds publics, c'est-à-dire de l'argent pris dans la poche du contribuable. Voilà, donc ça pose effectivement bien le décor. Et je sais, donc, pour avoir quand même lu ce livre, puis t'avoir côtoyé d'ailleurs, je sais tous les déboires qui s'en est suivi avec Conspiracy Watch, donc tu vas pouvoir effectivement en parler. Et d'ailleurs, la première partie de ton livre, d'ailleurs, tu vas pouvoir le commenter, parce que je vais te passer la parole, c'est Du néant au zénith, grâce aux ailes de la République, et c'est en page 19 de ton livre. Et d'ailleurs, tu commences à expliquer effectivement tous les tenants et les aboutissants de Conspiracy Watch, etc., etc. Donc, François, si tu veux bien,
à toi de nous expliquer en fait pourquoi tu as écrit ce livre et dans quel but, etc., etc. Bon, alors déjà, c'est une réédition d'un livre qui a été publié initialement en 2021, septembre 2021, de manière concomitante avec un autre ouvrage qui s'appelait le massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible. Je me rappelle plus Ouais. si c'est autour de ça qu'on avait fait une émission d'ailleurs. Oui, C'était oui, oui, oui. autour de ça, hein, d'accord. Donc je l'ai C'était publié à peu autour de près ça. j'ai publié à peu près à la même époque parce que dans le livre sur le massacre de Charlie Hebdo, je m'étais rendu compte que c'était une bonne approche d'un événement historique un peu louche de vérifier si un dispositif anticomplotiste, anticonspirationniste, AC, c'est un acronyme que j'utilise, avait été déployé autour. C'est une espèce d'indice indirect d'une fraude, d'une malversation ou on va dire, d'un événement trafiqué. Et dans le cas du massacre de Charlie Hebdo, c'était particulièrement éloquent, à tel point que j'y consacre au moins une centaine de pages, peut-être un peu moins, peut-être une centaine de pages dans l'ouvrage. C'était aussi un exercice pédagogique, c'est-à-dire d'expliquer que quand on a compris l'anticonspirationnisme, on sait que dès que l'AC pointe son nez, c'est qu'il y a quelque chose de louche, même si on n'a pas encore fait d'enquête. Donc c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressé à l'association. Maintenant, c'est un organe de presse en ligne. On peut dire que c'est aussi une officine. Donc Conspiracy Watch, dirigée par Rudi Reichstadt. Et alors que ça devait être un chapitre de l'ouvrage, finalement, ça a pris des proportions extrêmement importantes. Et je l'ai détaché en fait du massacre de Charlie Hebdo pour en faire un ouvrage autonome, avec une très forte dimension romanesque, puisqu'il s'agit en fait d'un essai biographique ou d'une biographie intellectuelle dans laquelle je retrace l'ascension d'un personnage qui, pour reprendre le titre que tu as eu la bonne idée de rappeler, quelqu'un qui était dans le néant d'Internet et qui, grâce à des ailes de la République, a pu atteindre un zénith médiatique qui était absolument insoupçonnable au moment où il est né et il a commencé à faire son travail sur Internet. Si on peut appeler ça un travail, c'était simplement de la recension sur un blog de tout ce qui pouvait occuper les théories du complot. Donc j'ai raconté cette histoire. J'ai raconté cette histoire et bon, j'avais trouvé un éditeur pour le massacre de Charlie Hebdo et j'ai parlé de ce livre à cet éditeur. C'était le même et donc il l'a publié à une vitesse. Je raconte ça dans la préface. Vous verrez que c'est une histoire, je pense, qui est assez enfin que quand je dis intéressante, c'est-à-dire que ça raconte vraiment quelque chose. Hein. C'est pas simplement une mise en circonstance. Bon, j'ai été trahi par cet éditeur qui l'a mis en forme de façon absolument inacceptable et de telle façon que ça pouvait m'attirer de très graves ennuis judiciaires. Ce qui n'a pas manqué d'arriver. Donc, il y a une plainte en fait qui a été déposée par Rudi Reichstadt pour injure publique que j'aurais pu facilement éviter si on m'avait donné un bon à tirer et la possibilité, si je veux aussi pu bénéficier d'un conseil juridique, ça m'aurait aidé. Parce qu'à l'époque, naïvement, je pensais encore que on pouvait par un livre changer le cours des choses. En fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Déjà, on est invisibilisé, on n'a pas de publicité, mais en plus, à côté, vous avez des gens qui savent manipuler, on va dire, hein, manipuler. Alors, manipuler en amont par le passage de lois un peu bizarres à la justice, et manipuler après dans l'exercice de la justice, notamment dans une interprétation abusive de la loi sur la liberté de la presse de 1881. Voilà. Au détriment de la vérité et du fond. Bon, donc j'ai été jugé, ça c'était l'année dernière, c'était en juin 2024 et j'ai été condamné, donc ça c'était en septembre 2024. Alors ce procès, je le raconte, si vous tapez mon nom avec le procès, vous aurez un compte rendu sur Internet avec une vidéo au sortir du procès. Donc j'ai trouvé ça une séance d'une très grande violence, très profondément injuste. On sort de la 17e chambre
durablement dégoûté du concept de justice, en tout cas du concept de justice républicaine. Après, il y a la justice d'en haut, ça c'est autre chose. Hein. Il y a la justice immanente, mais la justice républicaine, voilà, la justice de la 17e chambre, c'est une honte. Franchement, c'est de voir, c'est le règne de l'idéologie, et c'est même le prolongement d'un certain discours en fait qui va trouver dans les tribunaux des relais pour obtenir des condamnations qui sont ensuite naturellement relayées dans la presse ou alors dans des sites comme Conspiracy Watch comme une espèce de preuve qu'ils ont gagné contre l'hydre complotiste. Alors dans cette situation, bon, déjà, j'étais furieux d'être condamné, même si je m'y attendais. Bon, c'est du 4000, hein, il y en a qui prennent beaucoup plus cher, mais on va dire, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement riche. Bon, vous voyez, j'ai un piano derrière, hein, mais je l'ai acheté d'occasion et je l'ai acheté à 300 €. Et ça va coûter plus cher, en fait, de le faire monter ici que de l'acheter. Voilà, ça n'est pas de la richesse. Ce qui s'est passé, et là on arrive aussi dans la prolongation de l'histoire que je raconte à la fin, parce que j'ai rajouté des annexes dans l'annexe 2, ouais. C'est ça, l'annexe 2, où je fais une analyse de ma notice Conspiracy Watch, qui a été créée autant que je me souvienne, c'est du novembre 2023. Et en fait, depuis cette date, je n'ai plus aucune proposition de poste en tant que professeur de français, le métier que j'ai exercé depuis 20 ans. Ah oui. Alors, et il faut. Tu as été, excuse-moi 2 secondes, tu as été ostracisé et tu continues d'être ostracisé totalement donc de ta profession, si je comprends bien. Oui, alors c'est insidieux en fait, c'est insidieux parce que vous verrez, je raconte l'exemple de Laurent Guyeno qui m'a fait l'amabilité de me livrer son témoignage, vous le découvrirez parce que lui aussi était professeur d'éducation nationale et il a été placardisé pendant 3 ans. Pour ce qui concerne mon rôle ma place dans l'enseignement privé, je peux pas le prouver parce que j'étais vacataire, donc simplement je n'ai plus d'appel. Mais par contre, j'ai fait des candidatures dans le public et mon CV qui est quand même vraiment très fourni et satisfaisant, ils m'ont dit que je ne correspondais pas à leurs attentes. Voilà. Alors le problème en fait, et là je peux quand même expliquer quelque chose, le problème de ces notices, ce n'est pas leur audience réelle, parce que je regardais encore une émission là, animée par Mediony, Mendes France et Reichstadt là, sur leur média Conspiracy Watch. Donc ça fait 3000 vues, il y a 30 commentaires, c'est vraiment, vu la surface dont ils bénéficient, ça n'est vraiment rien. En plus, que quand on lit, quand on écoute ça, c'est pas très intéressant. Enfin, on a l'impression d'avoir affaire à des militants du Parti démocrate déconnectés à la fois de ce qui se passe au Proche-Orient et de la France. C'est bizarre, on a l'impression de gens qui savent pas dans quel pays ils vivent, qui sont complètement hors sol. Et bon, leur audience, en fait, n'a pas d'importance parce que c'est ce qu'on a appris avec le scandale du fonds Marianne, dont j'ai parlé dans un livre qui est paru entre-temps en juin 2024 aux éditions Contre-Culture, qui s'appelle « Le fonds Marianne et les charognards de Samuel Paty », où on a appris, grâce à la commission d'enquête sénatoriale, qui était bien timide, très très timide, mais quand même, voilà, il y a 2-3 bribes qu'on a pu agripper, que en fait l'argent du fonds Marianne avait servi à Rudi Reichstadt et Conspiracy Watch, et donc aussi à Tristan Mendes France, qui est membre de Conspiracy Watch, à financer un projet qui s'appelle Riposte, qui prétendument, enfin non, c'est pas prétendument, oui, c'est le but avoué, vise à ce qu'ils appellent crever des bulles de pré-bunking. Donc là, vous voyez, ça c'est du jargon de charlatan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont un partenariat avec Google qui leur permet de faire apparaître en première position du moteur de recherche, qui est utilisé par 90% des internautes dans le monde, quand on fait une recherche associée à des noms ou des concepts qui sont mis en avant par Conspiracy Watch, eh bien, ça va apparaître dans les premières positions. Y compris quand vous avez des messages de victoire suite à un procès que vous avez perdu. Donc, quand on Google votre nom, ce qui est une pratique
extrêmement répandue. Moi, je la fais moi-même. Je la faisais moi-même. C'est-à-dire que quand on me proposait un poste dans un établissement, je n'allais pas n'importe où. C'est-à-dire qu'on a tendance à vérifier. C'est un réflexe qui est assez humain. Voilà. Bon, donc, c'est une production d'une intellectuellement médiocre qui est complètement truquée et frauduleuse. Ça, c'est l'annexe numéro 3 qui s'appelle l'inversion accusatoire. Attends, je vais le retrouver. Ça fait quelque temps que je ne l'ai pas lu. C'est l'inversion accusatoire selon Louis Reichstadt en 20 citations. Alors là, vous verrez aussi, c'est un exercice de style, de décryptage, du style AC, qui consiste en fait à tout inverser, tout inverser tout le temps. Bon, donc c'est extrêmement dommageable, et c'est pour ça que j'ai tenu à rééditer ce livre, pour déjà aussi en avoir le contrôle, parce que moi je suis frappé d'une double peine, c'est-à-dire que à la fois je n'ai pas eu le contrôle sur la première version, et je ne sais même pas si les chiffres de vente qu'on me donne sont corrects. Voilà. Là, je vais parler à l'éditeur du procès, il m'a même pas répondu. Vous voyez, c'est un salopard. Mais en plus, j'ai cette condamnation. Et en plus, je ne peux pas retrouver de travail. Alors, je vais en retrouver un jour ou l'autre, j'espère. Mais donc, il était important pour moi, même pour, on va dire, mon honneur et ma santé mentale, que, avant même de verser un centime, parce que je n'ai toujours pas versé un centime, que je le fasse reparaître en gommant toutes les aspérités qui pourraient m'attirer une condamnation. Alors, je tiens à rassurer les lecteurs, il s'agit toujours d'un pamphlet. Hein. C'est pas comme si j'avais ôté toutes ses dents à un tigre. Vous verrez qu'il y a un certain ton, beaucoup d'images, un certain rythme. J'écris ça sous le ton de la colère, mais j'ai enlevé quelques expressions, quelques termes. On va dire que d'ailleurs, je ne sais même pas s'ils sont injurieux, parce que c'est aussi une particularité des procès, c'est qu'on ne vous explique jamais. C'est-à-dire que, vous voyez, ça fait 1 an que ce truc est passé, j'ai jamais reçu un papier. Voilà. Il y avait 20 citations qui étaient poursuivies. Je ne sais même pas pour quelle citation j'étais poursuivi. Et on m'a expliqué que je ne pourrais le savoir qu'à condition de faire appel. C'est-à-dire d'engager une autre procédure, de payer un autre avocat, et au risque de devoir repayer des frais de justice et avoir une peine augmentée. Donc voilà, je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors par contre, ce que je pouvais faire, c'est le rééditer avec une préface explicative, en perfectionnant, parce que j'ai rajouté beaucoup de sources. Je n'ai pas tout changé, mais on va dire que c'est un peu comme si vous aviez un satellite au-dessus d'une planète, vous aviez une résolution d'1 mètre, bon, bah là, je suis à 10 cm. Donc, c'est beaucoup plus appréciable. Et donc, j'ai rajouté 2 annexes qui sont des annexes d'actualisation qui permettent d'aller de balayer la période de 2024-2025. Et je n'ai rien raconté de la période 2021-2025, parce que c'est un sujet qui est tout simplement un sujet de poubelle, un sujet d'éboueur, et qu'au bout d'un moment, on éprouve l'invincible besoin de passer à autre chose. Et là, je suppose que les personnes qui regardent et qui écoutent ça sentent une colère, et cette colère, je vous assure, elle n'est pas feinte. Voilà, je ne suis pas un acteur. Bah écoute, merci, mais tu sais, ça me fait penser à, j'ai rencontré un écrivain il y a peu, alors je vais pas citer son nom parce que je lui ai pas demandé l'autorisation. Attends, excuse-moi Claude, j'allais oublier. Ouais. J'ai dédié ce livre à une personne que vous avez reçue ici, qui s'appelle Philippe Brocker. Voilà, donc un ami. Qui est un ami, qui m'a donné un très gros coup de main. C'était l'hiver dernier, pour mettre en place les premiers, on va dire, d'autres livres sur thebookedition.com. Donc, il y a écrivain qui a récemment publié le livre Toxique, dont je recommande la lecture, et qui tient. Alors, par contre, je me souviens pas de son blog. Ça s'appelle les éveillés, le blog des éveillés. L'éveillé, voilà, les éveillés. Ouais. Voilà, le blog des éveillés. Donc, tu vois, Philippe, je m'étais dit, je vais en parler. Je sais que tu es là-dedans et j'ai failli oublier. Donc, je suis obligé, j'ai coupé Claude. Mais je pense que c'est pour la bonne cause. Non, mais écoute, tu as bien fait, c'est pour la bonne cause. De toute façon, on peut saluer. Je salue aussi mon ami Philippe, parce que c'est un ami. Et de toute façon, j'étais le préfacier, je suis le préfacier de son livre, donc Toxique. Il m'avait fait le plaisir et l'honneur d'accepter ma préface.
Et quand j'ai sorti mon petit manuel là, récemment, le nouvel Empire européen, ce que l'on vous cache, j'avoue que j'étais pas du tout, j'étais un peu perdu pour Book Edition et il m'a donné un énorme coup de main puisque c'est lui qui a tout maquetté, etc. Avec un autre ami aussi qui m'a proposé la couverture. Donc c'était absolument parfait. Donc un grand merci à lui de toute façon. Et puis Philippe est quelqu'un que j'estime beaucoup. Donc tu vois, c'était bien que finalement tu le rappelles. Voilà. Vous voyez, bah, par Donc, exemple, l'idée de la couverture qui renvoie, j'imagine, à une entité étatique dont nous parlerons tout à l'heure, bah, voilà, ça c'est oui, oui, oui. Nous voyons très bien de quelle entité étatique il s'agit effectivement. Alors que j'ai rien dit, je dis juste voilà. Nous, nous, nous sommes d'accord. Alors oui, j'étais en train de vouloir te dire que j'avais rencontré un écrivain il n'y a pas si longtemps que cela à Paris. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne lui ai pas demandé la permission, donc je vais bien me garder de le faire. Mais il est passé à la 17e chambre lui aussi pour le contenu de son livre. C'est un livre qui traite sur un gros problème qui s'est passé en Afrique. Je ne vais pas en dire plus. Et en fait, le procureur, il me racontait, on s'est retrouvé à la même table d'un restaurant avec d'autres amis communs à Paris. Et il nous racontait que quand il est arrivé, le procureur lui a dit « Votre livre, franchement, il est en cause, etc., etc. Ce que vous racontez, ce que vous expliquez dedans n'a pas lieu, etc., etc. » Et lui, il a juste posé la question, il a dit « Vous avez lu le livre ?» C'était au président du tribunal. Le président du tribunal, « Non, je ne l'ai pas lu, mais on sait que c'est pas bien. » Voilà, c'est juste pour citer l'anecdote et j'avoue que on était plusieurs à la table et on s'est tous regardés, on s'est dit, je lui ai même fait répéter, je lui ai dit, c'est vrai? Il m'a dit, oui, oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire, j'étais déjà condamné alors que finalement, ni le président du tribunal, ni le procureur, de toute façon, n'avaient lu le livre. Donc voilà, on marche sur la tête, c'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut rendre une justice honnête si le président et le procureur n'ont pas lu le livre. Enfin, je veux dire, ça ne fait aucun sens, quoi. Ça ne fait Alors, vraiment aucun sens. je peux apporter une précision à ce propos. Il faut voir que les juges qui travaillent à la 17e travaillent à la chaîne. C'est-à-dire que Ouais. vous êtes. Bon, moi, mon affaire, elle a duré quand même, je me rappelle plus, mais c'était très long, c'était plusieurs heures. Mais ils doivent traiter d'autres affaires. Et des fois, il y a des journées où ils traitent. Enfin, disons que c'est plusieurs affaires, c'est des affaires tous les jours. Donc, je peux comprendre, à la limite, qu'il n'ait pas le temps de lire un livre pour replacer des citations dans leur. Non, mais c'est-à-dire que je fais. On comprend, c'est humain, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas lire 3 livres par jour, d'accord. Néanmoins, c'est moi Ouais, aussi. néanmoins. Moi aussi, ce qui s'est passé, moi je trouve ça profondément malhonnête. À ce moment-là, qu'ils disent, bah, écoutez, on peut pas, on n'a pas le temps, donc débrouillez-vous, Ben je sais voilà. pas. Mais c'est trop facile de prendre dans un livre, qui est un pamphlet en plus, hein, d'extraire les passages qui sont les plus agressifs, de les couper de tout leur contexte, qui est un contexte démonstratif. Et là, effectivement, vous mettez ça sous forme de liste. Regardez, elle dit, oh là là, bah, ah oui, quand même, là, vous y êtes allé fort, hein. Oh, je pense que vous allez être condamné, c'est sûr, hein. Oh, je me fais pas. Écoutez, c'est trop facile. Voilà, si vous voulez pas prendre le temps d'étudier, en plus c'est de l'histoire, on parle de journalistes, il y a de la complexité. Donc c'est ça, vous prenez 3 trucs, vous avez une idéologie dans la tête et boum, Puis oui, puis de toute façon. Tout n'est pas sérieux. Tout n'est pas sérieux. Bah, bien sûr. Et puis de toute façon, on peut toujours demander à des gens de faire une recension, hein. Enfin, je veux dire, si vraiment la 17e chambre juge beaucoup d'écrivains qui écrivent des livres, à ce moment-là, il devrait y avoir quelqu'un ou plusieurs personnes pour faire des recensions des livres et de présenter, je dirais, un travail déjà pré-mâché au magistrat en question. Ça serait aussi plus honnête. Je pense que tout est faisable. À qui veut bien s'en donner les moyens? Alors, pour être précis, vous faites face à 3 juges et il y en a un des 3 qui connaît votre affaire. Et c'est l'assesseur et c'est lui qui vous pose des questions. Alors, j'avais l'impression qu'il avait lu le livre quand même, bon, pourquoi pas.
mais après, il n'est pas vraiment décisionnaire. Écoutez, et pour être honnête, autant toi, Claude, je te ferai confiance pour faire une recension de mon livre, mais à un juge de la 17e, non, c'est terminé ça. Comme on dit, il y a recension et recension. Hein. Bon, après, Aussi. Non, mais voilà. aussi. Non, c'est De toute pas, façon, c'est très opaque. c'est très opaque. Ben, malheureusement, c'est le grand problème de la justice, c'est que de plus en plus, on a une justice biaisée, on a une justice qui ne fait pas son travail. Alors, même s'il reste des magistrats encore un peu honnêtes, malheureusement, il faut bien reconnaître aujourd'hui que l'état de la justice en France, et certainement pas qu'en France d'ailleurs, est quand même assez déliquescente, puisque de toute façon, pour des multiples raisons, hein, une des raisons principales étant que de toute façon, il n'y a plus de séparation des pouvoirs, puisqu'aujourd'hui, le législatif, l'exécutif et le judiciaire ne forment qu'un seul pouvoir, alors que normalement, il y a une séparation bien distincte des pouvoirs, et que de toute façon, aujourd'hui, on se retrouve avec effectivement des magistrats qui croulent sous tout un tas de dossiers, des greffiers qui effectivement sont sous-payés, et c'est pas pour les excuser, mais je veux dire, c'est un état de fait, et puis des gardes des Sceaux qui souvent ne sont pas à la hauteur. Enfin, si on prend l'avant-dernier, celui qui nous fait des one-man shows à Paris, j'ai découvert ça dans les couloirs du métro. Oh, j'ai dit, c'est pas vrai. Il nous fait des one-man shows à Paris. Et je ne sais plus à quel théâtre. Oh, j'ai dit non, c'est une blague. Ben non, c'est pas une blague. Ouais. C'était l'ancien garde des Sceaux, monsieur Éric Dupond-Moretti. Incroyable, il est passé du stade de garde des Sceaux à comique troupier dans un théâtre parisien. Oh, c'est quand même intéressant. Je me demande qui ose payer des billets, acheter des billets pour aller le voir. Ça, c'est une grande question que je me suis posée. Je me suis dit, comment on peut être assez neuneux pour mettre 35 € peut-être au bas mot dans un billet pour aller voir Éric Dupond-Moretti sur scène. Oh, bon, allez, j'arrête là parce que sinon je sens que je vais me faire. Sois pas mauvaise langue. Oh non, oh non, non, oh non, je suis pas mauvaise langue, jamais. Tu me connais, jamais, 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 jamais. Bon, en tout cas, François, merci pour ce témoignage. Écoute, alors, est-ce que tu veux continuer un peu à expliquer ce que tu développes dans ton livre? Parce que, bon, tu as développé, bien entendu, cette supercherie qui est Conspiracy Watch. Après, tu parles de la Fondation Jean Jaurès, tu parles de la dénonciation complotiste des Gilets jaunes qu'on fait justement Conspiracy Watch. Tu parles même de Notre-Dame de Paris. Alors, est-ce que tu veux un peu synthétiser un peu tout ça? Après, on pourrait Oui, peut-être passer à l'actualité. Après, on va voir. Vas-y. oui, ça permet les lecteurs se rendront compte, redécouvriront tout un ensemble d'affaires qui sont, pour certaines, restées à l'état de reliquat dans la mémoire, pour certaines complètement sorties de, de, de la mémoire. En fait, ce livre permet de passer en revue toutes les affaires les plus louches on va dire, entre 2012 et 2021. Donc c'est quand même assez récent. On a l'impression que c'est il y a des siècles parce qu'il y a tellement de choses qui sont Ouais. passées. Vous voyez, le livre se termine sur la crise covidique ou la folie covidique. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé au vaccin. Le livre s'arrête à juillet 2021 avec l'obligation tacite de se faire vacciner. Mais ça parle de beaucoup d'autres affaires. Ça parle un peu de 11 septembre, ça parle de Syrie, de Libye. Donc là, c'est plutôt du 2011. Ça parle de l'affaire Mera. Ça revient sur l'affaire Dieudonné, donc de 2014. Oui, c'est très ancien ça, hein. Mais pourtant c'est fondamental pour comprendre comment le pouvoir à un moment est devenu complètement fou et s'est excité. Hein. Et c'est là qu'il y a eu une espèce de prise de conscience qu'il fallait lutter au niveau étatique, médiatique et tous azimuts contre les théories du complot. Ça revient sur le massacre de Charlie Hebdo, qui était un accélérateur pour la mise en place justement de tout un ensemble de lois liberticides qui ont été détournées récemment. Là, vous voyez toutes les lois d'apologie du terrorisme qui ont été utilisées contre des gens qui défendaient la résistance palestinienne. Bien, ce sont des lois qui ont été évoquées à cette époque, soi-disant pour lutter contre le radicalisme islamique, enfin islamiste.
Donc 2015-2016, là on voit que c'est pour ça que le personnage de Rudi Reichstadt est intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a profité en fait de ses affaires pour accéder à une certaine notoriété et pouvoir développer son activité en étant reçu par un nombre croissant de médias jusqu'à être invité par la totalité des médias. C'est-à-dire que vous verrez, je fais cet effort, il y a des passages qui sont impressionnants. Parce que ça permet de... moi, je regarde plus la télé depuis 12 ans, donc je m'en rends plus compte. Mais c'est de voir la place qu'une personne qui ne signifie rien, sinon une idéologie avec tout un ensemble de méthodes frauduleuses et ignominieuses, peut arriver à un degré d'influence qui est absolument extraordinaire et qui n'a jamais cessé de croître avec les années. Donc ça permet aussi de ce livre de montrer que en même temps, à travers ce parcours, donc c'est une dimension romanesque, que la répression, l'essor en fait du discours anticonspirationiste et des dispositifs AC, en fait, va de pair avec la répression accrue, la sévérité dans la répression accrue du pouvoir tous azimuts. Et là, pour prendre un seul exemple, c'est-à-dire qu'on a eu un point culminant il y a quelques années, c'était pendant la crise covidique. Vous voyez, c'est-à-dire que ce phénomène aurait été inconcevable, par exemple, au moment de la grippe H1N1. Vous voyez, là, c'est deux marqueurs d'époque, grippe H1N1, crise de Covid. Et bon, voilà, je pense que je ne vais pas trop entrer dans le détail. Donc, vous voyez, non, je pense que ça me paraît assez complet. Non, mais c'est bien parce que de toute façon, un livre, c'est fait pour être lu. Je ne suis pas là aussi pour. Voilà. Non, mais c'est bien comme ça, tu poses le décor. Mais ça reste de ma colère, en fait, parce que je vais parler sans doute. Là, je vais bon. Non, mais c'est bien, ça pose le décor, comme ça nos amis internautes savent que effectivement, voilà, ça brosse un certain nombre de sujets fondamentaux, effectivement, qui se sont déroulés en fait en cascade depuis peu d'ailleurs, depuis 15-20 ans, et c'est vraiment en cascade de plus en plus fort, etc. Donc c'est bien, ça pose le décor et ça va inciter nos amis internautes d'acheter et de lire ce livre, parce que je recommande d'ailleurs effectivement, parce que c'est très bien écrit et c'est très bien documenté. Je le remonte encore une petite fois à l'écran, mais je le remontrerai en fin d'émission. Bon, en tout cas, François, c'est impeccable. Je me permets de rajouter un peu de publicité, d'autopublicité. Donc, vous pouvez le commander sur thebookedition.com, où ça me permettra de réaliser, on va dire, une marge plus importante. Sinon, vous pouvez aussi, bien sûr, le commander dans une librairie ou sur les sites de vente en ligne, où le vendeur ou la plateforme se fait une marge, ce qui est bien compréhensible. Et vous pouvez également, je renvoie à mon site internet françoisbelliot.fr, où j'ai un bouton PayPal, ou si à votre bon cœur, messieurs, dames, voilà, si vous pouvez éventuellement me faire un don. Voilà. Bon, je signale au moins cette existence, l'existence de cette possibilité. Voilà. Écoute, tu as raison, parce que de toute façon, chez nous, la pub est gratuite. D'ailleurs, Eric, il va peut-être falloir un jour qu'on finisse par augmenter les tarifs. Non, peut-être pas, on fera jamais ça. Il faudrait déjà que tu existes. À ce moment-là, mais je veux bien, mais il faudra que vous payiez vos chroniqueurs et vos invités. Voilà. Et voilà. Je vais peut-être me mettre en grève d'ailleurs un jour. Je vais dire. Non, on va pas se compliquer. On va pas compliquer les choses simples. Restons comme on est. De toute façon, j'aurais du mal à demander une augmentation. Une augmentation, en général, c'est parce qu'on reçoit quelque chose. Mais là, je ne vais pas demander une augmentation, puisque de toute façon, je ne reçois rien, à part la sympathie, j'ose l'espérer, de nos amis internautes, et de toute façon, celle d'Eric, bien sûr, c'est réciproque d'ailleurs, et celle de tous nos invités. Voilà. Tu vois, tu viens de donner une mauvaise idée à un des modérateurs du chat. Eric Montana, vous avez mon argent. Tu vois?
Ah ben voilà, ça y est. Ça y est, c'est qui? C'est SSSQ? Ah non, bah alors pas bien lui, hein. sûr. Il va pas nous faire ce coup-là quand même. Bon, Eric, peut-être que tu voudrais poser une question à notre ami François. Alors, je sais pas si tu veux rebondir sur son livre ou si tu veux qu'on passe un peu à l'actualité. Qu'est-ce que tu... Bon, un peu les deux. J'écoutais Un peu des deux. avec attention François parler de la justice. Et en ce qui me concerne, évidemment, je ne peux aller que dans son sens. Nous avons reçu sur TV ADP, à titre d'élément de réflexion, hein, euh, des centaines de personnalités à qui on a posé la question de savoir si on était dans un état de droit, si on était dans une démocratie. Et beaucoup d'avocats, et parmi les plus brillants d'entre eux, connus d'entre eux, ont tous dit non, nous ne sommes pas dans un état de droit. Et confidence pour confidence, cette semaine, c'est le troisième avocat qui me confie le fait qu'il abandonne sa profession parce qu'il considère que le milieu de la justice est tellement corrompu qu'il n'y a absolument aucune chance pour que l'homme honnête puisse obtenir justice dans un système noyauté par la franc-maçonnerie où les gens ne sont pas jugés en fonction de ce qu'ils commettent, mais des réseaux qu'ils ont. Alors quand on comprend que les dés sont pipés, même dans la justice, on n'espère plus rien. Ce pays, comme le reste de l'Occident, de toute façon, est en train de sombrer à cause de ses incohérences, à cause de l'injuste devient juste, le mauvais devient bon, on encense les ordures et on calomnie les gens honnêtes. Cette officine dont tu parlais, François, moi j'assimile ça à une espèce de bureau de délation. Oui. Conspiracy Watch, le boulot de Conspiracy Watch, c'est de faire de la délation, c'est de lister l'ensemble des gens qui ne se satisfont pas de cet ordre, l'ensemble des gens qui se posent des questions, l'ensemble des gens qui disent on pourrait peut-être faire autrement. On constitue un danger pour cet ordre, pour ce système. Parce que comme on se le disait hors antenne tout à l'heure, ceux qui détiennent le gâteau le détiennent très fermement. Et ils ne vont pas laisser ni les gilets jaunes, ni les anti-vax, ni les conspirationnistes comme nous mettre en danger leurs privilèges et leur position. Si on n'est pas dans un état de droit, on est dans un état criminel. Et il n'y a que dans un état criminel où un gouvernement peut prendre le risque de faire injecter sa population avec un produit qu'elle lui garantit sûr et efficace, qui est en train de produire à travers les effets secondaires et les morts l'exact contraire. Alors, au minimum, on pourrait accuser ce pouvoir de homicide involontaire. Mais compte tenu du volume de victimes que ça a généré, on peut aussi parler de crimes contre l'humanité. Et partout en Europe, et même aux États-Unis, il se constitue des groupes de gens pour essayer de présenter des class actions, pour essayer de mettre en cause la responsabilité de ceux qui ont participé au crime vaccinal. Mais Alors, tu vois, regarde Rainer Fulmich, où il en est. Vas-y, je t'écoute. Oui, alors, tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi publié republié, enfin, ou édition revue augmentée, etc., ce livre. C'est parce que depuis 2021, date de la première publication du livre, eh bien, l'activité de CW a pour une très large partie consisté en l'établissement de fiches dénonçant
toutes les personnalités du monde de la médecine et du journalisme qui dénonçaient les mesures gouvernementales et les opposants aux laboratoires pharmaceutiques. Ils l'ont fait de manière systématique, indiscriminée. Alors, je ne vais pas donner de nom, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Vous verrez, si vous allez sur les notices, c'est intéressant, il y en a 600 maintenant. Hein. Une grande partie des fiches établies ces dernières années concernent des gens, allez, je vais quand même les nommer. Donc, vous avez Christian Perron, vous avez Christine, comment s'appelle la biostatisticienne Christine Coton. Oui, Christine Coton. Vous avez Louis Fouché, je me souviens, le professeur Gérard de Lépine. Gérard, bon, vous voyez. Nicole et Gérard de Lépine, ouais. Voilà. Donc, ces gens se retrouvent fichés. Et là encore aujourd'hui, là j'ai vérifié, je me suis tapé une émission quand même pour, on va dire, me mettre à la page. C'était un peu dur, mais surtout ennuyeux. C'est plus ennuyeux que difficile. Mais voilà, on a encore implicitement une défense fanatique des mesures gouvernementales, du confinement, des grands laboratoires pharmaceutiques et des campagnes de vaccination. Donc, j'ai mis ça dans la préface. Ça, c'est une phrase que je peux donner. Je dis, quand on voit ce positionnement, avec maintenant tous les effets secondaires qui sont, allez, on va dire, c'est quand même de notoriété publique maintenant, il n'y a que certaines personnes qui le nient. Donc là, on peut dire que, toi, tu disais que c'est un État criminel, je vais abonder dans ton sens, l'anticomplotisme tue maintenant. Voilà. C'était pas clair, ou alors ça tuait des personnes dans des pays lointains, vous voyez, des gens bizarres comme des Arabes, des trucs comme ça, c'était un peu lointain. Là, c'est chez nous, c'est-à-dire ce sont des concitoyens. Donc, voilà, donc ça méritait. Là, je rajoute une des raisons qui m'ont poussé à actualiser tout ça, parce que oui, tu as tout à fait raison. Quand on parle d'état criminel par rapport au Covid, le fait d'injecter à toute sa population à la schlag comme ça, c'est tout en ayant en plus le visage un peu lisse et riant de la démocratie. Enfin, c'est quand même très très inquiétant. L'autre jour, maître Jean-Pierre Joseph a communiqué une information qui est intéressante. Vous vous souvenez naturellement, Claude, François, des images que... Bon, toi, tu regardes plus la télé depuis 12 ans, François. Moi, je regarde des rediffusions. Moi, je regarde la télé indirectement sur mon ordinateur. Mais maître Joseph, qui est l'avocat de beaucoup de médecins qui ont été sanctionnés, a donné une information qui devrait faire réfléchir nos amis internautes sur la capacité de manipulation, non seulement de ceux qui nous gouvernent, mais aussi des médias. En France, 39 hôpitaux seulement ont été sélectionnés pour recevoir tous les soi-disant malades du Covid. 39 hôpitaux. Je ne sais pas combien il y en a sur le territoire, mais il est clair que quand tu appelles les médias en disant venez voir dans quel état on est, ben évidemment, si tu remplis 39 hôpitaux sélectionnés en excluant tous les autres, en ignorant les hôpitaux qui sont vides, en ignorant les cliniques qui avaient de la place, pour les concentrer sur les 39, tu as l'impression effectivement que nos hôpitaux sont débordés et que le pays déborde de malades. Ça a été une manipulation de l'opinion publique d'une perversité incroyable. Et ça permet de mesurer à qui on a affaire. Parce que comme le disait un médecin dans le chat, malgré le fait qu'aujourd'hui on ait des milliards de preuves que cette injection a des conséquences criminelles, il continue malgré tout le même narratif. Il faut se faire vacciner, le vaccin c'est bon pour la santé, faites-nous confiance. Ceux qui vous disent donc le contraire sont des complotistes, des subversifs, des ignorants ou des méprisants de la science.
C'est quand même extraordinaire. Nous qui nous appuyons sur la science pour dire, écoutez, la science elle-même dit que vous nous avez empoisonnés avec un produit que vous avez garanti sûr et efficace. Le nombre de victimes qu'il y a en face vous apporte la preuve du contraire. Et vous continuez à manipuler l'opinion publique et à lui faire croire qu'elle doit continuer à se faire vacciner pour son bien. On nous prend pour des cons, même pas des cons, des demeurés, des gens qui ne sont même plus capables de raisonner. Non, pour aller plus loin, du bétail, des sous-hommes. C'est ça. Non, hein, c'est un trait du discours anticonspirationniste que j'ai encore vérifié aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne bouge jamais. On pourra en parler aussi par rapport à la Syrie, Gaza, etc. Ce sont des gens, en fait, qui pensent que leur parole est divine. C'est-à-dire que quand ils disent quelque chose, c'est vrai pour l'éternité. C'est des gens qui ne changent. Vous aurez remarqué ça, c'est intéressant. Ils ne reconnaissent jamais aucune erreur. Jamais, jamais, jamais la moindre erreur. Non, jamais. Jamais ils se remettent en question. Ils ne s'excusent jamais. Jamais. Il n'y a pas de. Ou alors quand ils le font, c'est parce que il y a un mec qui est dans leur camp, qui a fait une connerie, voilà. Et il faut qu'ils le mettent à la poubelle, il faut qu'ils s'en débarrassent. Donc là, ils disent, on reconnaît une erreur. Le fond Marianne, c'était exactement ça. Mais en fait, ils n'ont pas reconnu une erreur. C'est simplement, ils se sont débarrassés d'un gars à eux qui faisait pas le boulot de façon aussi fanatique. Alors, ne pas reconnaître une erreur, à la limite, quand c'est une recette d'œufs sur le plat ou de taillage de haies, pourquoi pas. Voilà. C'est un peu pénible, mais pourquoi pas. Mais quand c'est sur des trucs aussi graves, au bout d'un moment, bon, bah. Que dire, voilà, tu vois, si je dis quelque chose là, tu vois, ça va immédiatement tomber sur le coup de la loi. Et pourtant, c'est de la légitime colère, de la légitime indignation. On peut pas laisser passer des trucs comme ça. Au bout d'un moment, ça va nous emporter, nous. François, on est au-delà de l'erreur. Parce que si c'était une erreur, probablement qu'ils auraient moins de difficultés à la reconnaître. Mais reconnaître une erreur, comme tu dis, c'est reconnaître leur culpabilité. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Et ils le reconnaîtront jamais. Voilà. Jamais. Un criminel, je pèse mes mots, ne peut pas reconnaître sa culpabilité, c'est impossible. Il va aller jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout de sa folie, quoi. À moins, et surtout quand c'est un psychopathe. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu es à la place de l'autre, c'est-à-dire qu'il dit que l'autre, de toute façon, c'est l'ennemi. Il y a que moi qui est bien. Donc, même lui, quand il dit quelque chose, ça paraît bien à l'extérieur, mais il est tout noir à l'intérieur. Et tandis que moi, quand je parle, même si des fois ça paraît noir à l'extérieur, je suis tout blanc à l'intérieur. Donc, face je gagne, pile tu perds. Vous voyez, c'est une espèce de logique de. Mais de toute façon, un psychopathe ne se remet jamais en question puisqu'il est certain d'avoir raison. Donc, de toute façon, il ne va pas se remettre en question. Et un criminel, comme un criminel est psychopathe, ils ne se remettent jamais en question. Ils ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais leurs erreurs. Olivier Véran, etc., ne reconnaîtra jamais. Pas que lui, d'ailleurs, hein, Agnès Buzyn, non plus. Et d'autres, hein, je veux dire, on peut les ajouter, comme ça, on peut presque les empiler, d'ailleurs, hein, parce que. Ce qui était intéressant à l'époque Covid, c'est que je tenais une chronologie jour par jour de tout ce qui s'est passé, à peu près du mois de mars 2020 jusqu'à j'ai dû arrêter en juin 2022. Édifiant, je tenais une chronologie quotidienne de tout ce qui se passait en France. Et si j'avais encore des cheveux, je dois dire que mes cheveux se seraient dressés sur la tête. Mais c'était hallucinant. Hallucinant. Il y a eu les vaccinodromes, il y a eu le bus affrété par Skyrock, ça vax, avec le slogan à la con. Et il y a eu les vaccinodromes, on se rappelle, les mecs, ils arrivaient, ils retroussaient leurs manches, ils avaient la vitre ouverte, l'infirmière, les picousait, ça va pas, monsieur, non, bah, allez vous garer là-bas, j'arrive. Vous rappelez aussi les pubs dans les transports, pardon, les pubs dans les transports en commun où on voyait une nana masquée avec la vaccination, une vaccination, et c'est la vie qui repart. Oui, mais non, mais
Tout, ils auront tout utilisé. Et le pire, c'est qu'ils ont trouvé une certaine résonance dans une majorité de la population. J'ai toujours en tête ces papis-mamies qui, sur les plages en bas à la Cano, là, les plages du sud, là, vers le Gros du Roi, par là, c'était l'époque des plages dynamiques, c'est qu'on n'avait pas le droit de s'asseoir. Si on se rappelle bien, on n'avait pas le droit de s'asseoir parce que si on s'asseyait, paf, on se prenait le virus dans la gueule. Donc, il fallait marcher. Et marcher, évidemment, le virus, il passe au-dessus. Enfin, c'est bien connu, c'est hyper scientifique. C'était encore hyper scientifique, cette affaire. J'en rigole, on peut en rire tellement c'est bête. Mais n'empêche que les rares personnes qui s'asseyaient sur les plages, ils avaient un bataillon qui arrivait après de gendarmes qui leur donnait 135 € d'amende par personne parce qu'ils avaient osé poser leurs fesses sur le sable et osé sortir la bouteille de rosé pour pique-niquer. Et il y avait des bons papis-mamies qui leur disaient « Ah, c'est une plage dynamique, hein, il faut marcher parce que sinon, vous allez vous prendre le virus. » Je caricature, mais c'est exactement ça, quoi. Et jusqu'à des gendarmes dans les Vosges, je m'en souviens bien, qui prenaient l'hélicoptère dans les Vosges. Hein. C'est-à-dire, quand on connaît le massif vosgien, il n'y a personne. À part pour aller traquer les randonneurs qui auraient éventuellement été contrevenants parce qu'ils se seraient sortis, ils auraient été osés randonner dans une forêt déserte au cas où ils auraient propagé le virus. Chez les sangliers, peut-être, je ne sais pas. Bref, passons. Mais n'empêche qu'ils brûlaient le kérosène. Et qui paye le kérosène des gendarmes, c'est nous. Non, mais je veux dire... C'est intéressant quand on tient une chronologie parce que j'ai tout ça dans la tête. Il faudra qu'un jour, peut-être que je le pose sur papier. Je ferai un bêtisier. Mais non, mais c'est une histoire de fou. Jusqu'à ce que cette bonne Roselyne Bachelot, qui un jour, sur une radio, grande entre guillemets, Europe 1, RTL ou je sais pas quoi, qui a osé traiter le professeur Raoult et aussi tous ceux qui étaient d'accord avec ce que préconisait le professeur Raoult, et je la cite, d'hydroxychloroquinard. Roselyne Bachelot. Faut le faire, hein, quand même. Hein. Et il n'y avait pas un journaliste pour lui claquer le beignet. J'allais être grossier envers Roselyne Bachelot, j'ai failli, je le fais pas. Mais je le pense. Non, mais, je veux dire, hallucinant quand même. Et il y en aurait d'autres, hein, des anecdotes comme ça. Hein, mais... En tout cas, il faut être bigrement naïf pour s'imaginer qu'un gouvernement veut notre bien. Ça, c'est clair. S'il existait un gouvernement qui voulait notre bien, on l'aurait vu depuis longtemps. Or, on constate depuis un long moment déjà que les gouvernements se succèdent et malheureusement, c'est de pire en pire. On réduit nos libertés, on nous empoisonne, on est franchement hyper tolérant avec le poison dans la nourriture, dans l'eau, dans l'air. C'est à croire que ce gouvernement, au fond, est là juste pour faire de la figuration. Et comme je te le disais, François, à cause du fait que la France est un État jacobin centralisé, ce mot-là devrait résonner dans la tête des gens. Un État jacobin centralisé, il est surtout organisé pour la répression, pour restreindre les libertés des individus. En Europe, la France est probablement l'État qui a la police la plus répressive, la mieux organisée et la mieux équipée. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de policiers d'autres pays européens qui disent la France, en matière de police, vous êtes les champions du monde, vous avez des équipements, c'est plus des policiers, c'est des Robocop. C'est ça, c'est Robocop en bleu. L'État est organisé pour maintenir sous le plafond de verre des gens comme toi, moi, comme Claude, et puis tous ceux qui posent des questions qui fâchent. Et puis accessoirement, mettre en prison ceux qui constituent un danger. Et puis quand c'est pas la prison, il y a plusieurs façons de se débarrasser des individus. Éric Dénessé, par exemple, mort de 2 balles. Un suicide avec 2 balles, c'est toujours très étonnant. Quelques jours avant, c'était le général
Dominique de la Warde. Avant lui, c'était le docteur Stéphane Gaillet. Avant Stéphane Gaillet, c'était Olivier Soulier. Et si on fait la liste, elle est impressionnante. Et bizarrement, il y a un fil d'Ariane entre tous ces individus. Ils contestent le narratif officiel. Ils remettent en cause les mesures sanitaires. Ils dénoncent la campagne de vaccination comme une opération criminelle. Et quand Dominique de la Warde vient expliquer sur une chaîne mainstream, mais si vous voulez savoir comment fonctionne ce système, regardez qui contrôle la meute médiatique. Ça résonne. Qui Pardon. Voilà, on en est là. On est un pays sous occupation. Une autre forme d'occupation, plus sournoise, plus subtile, mais tout aussi efficace. Je te le disais tout à l'heure, François, nous sommes devenus des Palestiniens dans notre propre pays. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas courber le dos. Et à partir du moment où on comprend que la justice, il n'y en a pas, parce que cette justice, elle est au service d'un petit groupe de gens qui détiennent pouvoir et influence, mais on sait qu'on vit dans un jeu où les dés sont pipés. À partir du moment où on comprend ça, on essaye de s'adapter. La manière la plus pacifique, c'est de s'éloigner du tumulte en disant, écoutez, vous n'aurez pas prise sur moi en tout cas, ou le moins possible. Ça te laisse pensif, François? Non, tu veux que je rebondisse? Écoute, moi, c'est mon expérience aussi. Je l'ai raconté au début, tu vois, c'est exemplaire. Il y a des gens qui ont pris bien plus cher que moi. Dans mon entourage, on va dire, d'intellectuels ou de militants, que d'histoires j'ai croisé comme ça. Alors en même temps, le système est bien fait parce que on est complètement invisibilisé, ou alors on ne va parler de nous qu'à travers des notices qui sont infamantes, ou par des procès qu'on aurait perdus, ou une phrase qui nous aurait échappé. Donc il y a quand même pas mal de, enfin je dirais pas peut-être de moins en moins, mais à force de dire ça avec les années, j'ai l'impression de dire quelque chose qui ne sert à rien. Mais là où le système est assez, est pas trop mauvais, enfin, de toute façon, pour qu'ils sentent un tel élan, une telle situation d'impunité pour pouvoir mettre en prison pour apologie de terrorisme des gens qui dénoncent un génocide au prétexte de la lutte contre l'antisémitisme, et que le plus jamais ça de la Seconde Guerre mondiale. Bon, vous voyez, ça donne, on voit bien qu'il y a un rapport de force. Mais en tout cas, ce discours, le discours anti-conspirationniste, même le discours médiatique, parce que les deux fonctionnent ensemble, c'est l'un est le prolongement de l'autre, ou l'autre le prolongement de l'un. L'idée, c'est de créer une digue étanche, au maximum étanche, entre, on va dire, les moutons du troupeau qui sont aperçus qu'il y avait quelque chose de louche et qui essayent de s'enfuir. Ceux-là, on peut les pourchasser sans pitié, même s'il ne faut pas trop les tuer devant la famille, parce que ça fait pas trop bon effet. Voilà, on fait mourir en silence, ou derrière des tas de bois. Mais par contre, tous ceux qui sont à l'intérieur de l'enclos, qui continuent d'être confiants, qui mangent de l'avoine, voilà, ils sont contents, ils sont dans le gazon. Voilà, eux, ils sont ignorants de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, eux, il ne faut surtout pas qu'ils voient ce qui se passe. Donc, d'où l'idée de créer une digue avec tout un ensemble d'éléments de langage, une langue orwellienne, avec tout un vocabulaire, avec des mots inversés, et avec un discours, une espèce de baratin continuel où chaque chose est transformée en son contraire. Et pour faire une petite transition, on va peut-être pas en discuter pendant des heures, mais là, vous voyez, là, ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer en Iran, et ce qu'on a vu aussi, ce qu'on a vu à Gaza, on pourrait aussi parler de la Syrie, cette capacité
ce culot pour inverser toute forme de réalité. Oui. On va vous présenter, par exemple, écoutez, je vais juste prendre un exemple, mais là, on a l'impression que c'est l'Iran l'agresseur. On a l'impression que c'est l'Iran qui doit capituler, qui doit faire attention. Alors que la personne qui a déclenché l'opération fait l'objet d'une plainte à la CPI, mais aussi à la Cour de justice internationale depuis des mois et des mois, et qu'il commet un génocide. Bon, je ne veux pas refaire tout le tableau, mais voilà, tu vois, je n'étais pas pensif. Hein. Enfin, si, je suis pensif, mais si j'appuie sur le bouton, moi, Bon, il y a d'autres François, il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter. On prétend être des démocraties attachées au respect de la loi, des droits de l'homme. Comment nos gouvernements peuvent expliquer qu'ils soutiennent politiquement, militairement, médiatiquement un pays qui est multi-condamné par l'ONU pour crimes de guerre? Comment expliquer que nos gouvernements peuvent apporter leur soutien à un pays qui vient d'agresser 5 pays, 5 voisins en 2 ans? Comment on peut apporter son soutien à un État terroriste qui vient de commettre un génocide et dont les dirigeants sont mis en cause par la CPI? Quelle logique y a-t-il? Comment on peut expliquer ça aux gens ordinaires comme nous, aux gens de bon sens qui vont dire mais attendez, en fait vous êtes toujours du mauvais côté de l'histoire. Vous soutenez un régime nazi en Ukraine et vous soutenez un régime judéo-nazi en Israël. Mais c'est le soutien des régimes nazis et qui continue effectivement. D'où le soutien, tu l'as dit Eric, mais effectivement, d'où le soutien des néo-nazis ukrainiens soutenus par nos dirigeants, mais soutenus officiellement par nos dirigeants occidentaux. Pourtant, il y a suffisamment de preuves qui existent, indéniables, comme quoi l'idéologie nazie en Ukraine n'est pas une vue de l'esprit. Elle existe bel et bien au travers des bataillons Azov, Bravi Sector, mais aussi de la statue de Stepan Bandera, qui est quand même qui était un collaborateur du Troisième Reich quand même, et qui a pignon sur rue toujours. La statue est là. Il y a une rue à Kiev, Stepan Bandera, et tout ça, c'est accepté, sanctifié presque, si on peut employer ce terme, par nos dirigeants occidentaux et par l'ensemble de la classe médiatique. C'est quand même incroyable quand même. Et c'est pas d'aujourd'hui que c'est couvert, c'est-à-dire que cette idéologie néo-nazie ukrainienne, elle existe déjà depuis un petit moment. Il n'y a pas eu une génération spontanée de l'idéologie néo-nazie en Ukraine, tout comme il n'y a pas une génération spontanée de ce qui se passe effectivement en Israël avec la venue de Benjamin Netanyahou au pouvoir. Et toujours dans les contradictions, on peut quand même aussi rapidement parler de la Syrie. Le 8 mai a été reçu à l'Élysée celui qui appelait le président syrien. Le président, il appelait le président. Alors c'est intéressant. C'est-à-dire un président, c'est bien quelqu'un qui a été élu, il me semble, suite à des élections. Normalement, oui. Oui, voilà. Enfin, remarque, entendons. Même des élections truquées. Vous voyez, oui, bon. Voilà. Ou alors des élections. Et Zelensky, d'ailleurs, je te coupe la parole 2 secondes. Zelensky, on l'appelle toujours président, et alors que lui, normalement, il ne l'est plus. Oui, c'est vrai. Oui. Mais bon, là, alors que Bachar el-Assad était présenté comme un dictateur, alors que c'était le vrai président, celui qui était un ancien membre de l'État islamique et le chef de la branche syrienne d'Al-Qaïda, lui, dès qu'il arrive au pouvoir, on l'appelle président. Voilà. On peut devenir dégorgeur en chef. L'Occident en a fait un président. C'est extraordinaire. C'est pas belle, la vie. On nous demande à nous
d'avaliser ça, d'accepter ça, de comprendre ça. Et dans le même temps, si vous continuez de défendre, si vous avez malheur de prononcer le mot Hamas en l'associant à la résistance palestinienne, là, par contre, vous, à votre tour, en tant que simple citoyen, eh bien, vous serez poursuivi pour apologie de terrorisme. Et vous avez vu des centaines de procédures qui ont été Oui, menées. oui, mais Il y a aussi un autre truc sur le deux poids, deux mesures qu'il faut. Il faut comprendre que quand on parlait de la justice républicaine, on disait que c'était n'importe quoi, mais la justice internationale, c'est n'importe quoi aussi. Parce que quand vous voyez que le pôle crime contre l'humanité, qui depuis des années diligente des enquêtes contre des dirigeants, des anciens dirigeants Hutus au Rwanda, contre des dirigeants syriens, contre des dirigeants, enfin, ou des Russes, oui, c'est toujours les mêmes. Là, il y a quand même une plainte qui a été déposée, mais ça fait des mois, par un député LFI pour condamner pour terrorisme et crime contre l'humanité. Je crois il y a à peu près 4000 soldats français. Genre, je mets vraiment entre guillemets, parce que pour moi, c'est des gens c'est comme ceux qui ont rejoint l'État islamique. Ils sont passés à autre chose. Ils ne sont plus mes compatriotes. Voilà. Ils ont des papiers français. Qu'ils ne reviennent jamais, éventuellement, qu'ils meurent là-bas, tant mieux pour tout le monde. Mais quand même, une plainte a été déposée. La moindre des choses en urgence, alors que là, on avait un cas vraiment embêtant. Vous avez 4000 binationaux qui se rendent coupables de crimes contre l'humanité dans le cadre de le génocide le plus documenté qui ait jamais existé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien. Rien du tout. Ou alors, on va peut-être attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. non, 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 non. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. On va dire, si vous parlez trop de ça, on va dire, bah oui, vous êtes antisémite. Voilà. C'est ça, mais on a l'habitude maintenant. Vous voulez réouvrir Auschwitz, monsieur. Voilà. Oui. Toujours, tac, tac. Voilà, ça devient ridicule. C'est comme complotiste et antisémite. Maintenant, c'est devenu tellement ridicule qu'on n'y fait même plus attention. On sait bien qu'à partir du moment où on pose des questions et où on essaye de rétablir la vérité, on est forcément complotiste et antisémite. Mais vous verrez dans le livre que c'est dans la caractéristique du discours anticonspirationniste, donc qui est très largement piloté et inspiré par la communauté juive organisée, selon la propre définition du CRIF, que l'on peut retrouver et que je cite. Il est énoncé noir sur blanc et de façon de plus en plus claire que la lutte contre le complotisme, qui est assimilée à du terrorisme de plus en plus, est consubstantielle à la lutte contre l'antisémitisme. Ils disent que c'est la même chose. Et comme vous avez tout un arsenal de lois, en fait, il faut voir aussi, il y a des subtilités juridiques. Comme vous avez des lois, en fait, qui considèrent que l'antisémitisme est un délit et que l'apologie de terrorisme ou le terrorisme est un délit, eh bien, on voit c'est quoi le but, en fait, dans cet amalgame du complotisme avec ces deux termes, c'est de pouvoir à terme les criminaliser et les poursuivre. Et c'est pour ça aussi que vous avez beaucoup de gens qui sont effrayés par ce terme complotisme. Ah ouais, t'es complotiste. Il y a encore une personne, là, dans mon entourage, je dis, mais mon Dieu, quoi, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos. Je dis, mais écoute, on ne peut pas dire ça, je suis très calme, je m'exprime vraiment très calmement. Il dit, oui, mais quand même, tu ne peux pas nier que ta vision du monde soit complotiste. Et moi, je suis là, mais non, mais c'est pas possible. Et là, je vois, en fait, ça sert à rien. Je peux pas parler à cet être humain. Il ne comprend pas. Mais c'est parce qu'il a tellement entendu l'amalgame que voilà, ça fait tac, 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 tac. Vous voyez, des arcs réflexes extrêmement simples. Ça, ouais. Et toi, t'essayes de c'est discuter. Un flipper, lui, il a fait avec des pubs qui sont dignes de la vente d'un baril de lessive. Enfin, c'est ça. C'est comme des flippers, tu sais, François. Il y en a, ils ont fait tilt dans la tête, mais tilt, c'est-à-dire, tu vois, c'est fini, quoi. Quand ça fait tilt, ça s'arrête. Voilà, bon, bref, passons. Vous aurez remarqué ceux qui ont tout gommé pendant la Covid, c'est la mort cérébrale. J'ai l'impression que à cette époque, ceux qui ont accepté ça, je ne suis pas sûr qu'ils reviendront.
Ah, mais de toute façon, il y a une étude Comme si ça brisait ton bon sens, tu vois. D'un coup. Oui, non, mais justement, Là, tu il y a une étude. lobotomie, Il y a une étude qui vient de sortir que j'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de l'approfondir. Apparemment, il est reconnu par certains scientifiques que ces injections frauduleusement appelées vaccins agissent sur le mental d'une personne. Et il y a une dégénérescence. Oui, ça commence à sortir. Donc, en fait, les effets pourris de ces poisons, on va l'appeler correctement, les effets pourris de ces poisons ont un effet sur le mental, sur le cerveau. Il y a une certaine dégénérescence et une certaine confusion mentale. Et ça, et c'est en train de sortir. Hein, ça fait plusieurs fois que je vois passer ce rapport. Je n'ai pas eu le temps de l'approfondir, mais en réalité, je l'ai lu un petit peu très, très vite en diagonale. Et effectivement, ça commence vraiment à sortir. Ce qui expliquerait qu'il y a quand même, parce qu'on se faisait la réflexion avec mon épouse, on se dit, mais c'est nous ou il y a de plus en plus de gens qui ont l'air d'évoluer dans un univers cotonneux? Enfin, tu vois, je veux pas être trop méchant quand je dis ça, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en réalité, quand on commence à faire la corrélation entre les effets dévastateurs de ces poisons et le résultat d'aujourd'hui au niveau d'une majorité de gens qui sont de plus en plus, bon bref, endoctrinés. Ou alors au minimum une forme d'apathie. C'est au minimum. Oui, de toute façon, ça serait engendré aussi par les résultats de ces. Mais c'est intéressant qu'on parle de ça parce que justement ce matin, un tweet, un commentaire sur X de Mike Borowski qui lui fait des micro-trottoirs et il était un peu effondré parce qu'à force de faire des micro-trottoirs, il s'est aperçu et il a été un peu plus saignant que ce que je suis là. Alors j'ai dit un univers cotonneux. Lui il dit mais on est de plus en plus, il s'aperçoit de plus en plus qu'en questionnant les gens, sortis de leur petit précaré et sortis de leur nombril qu'ils sont en train de voir en long, large, travers et diagonale, il se passe rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision politique, aucune analyse et que même ils sont de plus en plus éloignés et hors sol de tout ce qui se passe, quoi. Et il y a donc, on peut mettre ça en corrélation aussi, parce que ça, malheureusement, je l'ai remarqué aussi, mais lui, Mike, il le fait à Paris, souvent, je suppose, ces micro-trottoirs, mais même en province, hein, moi, je le vois autour de moi, autour de nous. Des fois, j'essaye de discuter un petit peu d'autre chose que les vacances prochaines ou que les gens vont passer ou que la poussée dentaire du petit dernier, et je m'aperçois que il n'y a pas grand-chose, hein. Et là, ça devient un énorme problème, effectivement, malheureusement. D'ailleurs que d'un côté, il y a une minorité de gens quand même qui de plus en plus s'éveillent, c'est vrai, et c'est indéniable et heureusement, mais de l'autre, il y a une majorité de gens, ils sont dans le cosmos, hein, mais dans le cosmos cotonneux, quoi. Pas bon, hein. Et ça, il y a des effets secondaires dus à des effets secondaires de ces toxiques-là aussi. Et on renvoie de nouveau au livre de notre ami Philippe Brocaire, donc Toxique. Toxique. C'est parce que c'est un vrai sujet, ça mine de rien. Hein, oui, c'est un vrai sujet. De tous ces produits partout, sous toutes. Ça me fait penser que je l'ai près de moi, tiens, le livre de mon ami Brocaire. Tiens, j'en profite. Bon, Toxique, Philippe, les nouveaux empoisonneurs. Lui aussi, il est chez Book Édition. Tout à fait. Donc, tiens, regarde donc. Tu vois, on va se faire ça, là. Un petit coup de pub. Voilà. Chez Book Édition, les 2 livres. Eh oui, il faut s'informer. Bon. On est à 1h16 d'émission, on a un peu débordé. Claude, est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on pourrait aborder? Mais avant de conclure, François, on aimerait avoir ton avis sur ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Tu as évoqué en quelques mots tout à l'heure la situation ubuesque où finalement
la victime est désignée comme l'agresseur et l'agresseur est désigné comme la victime. On inverse la réalité. Bon, on va rapidement, hein. Oui, Là, il semble que ce à quoi on est en train d'assister, c'est le pouvoir israélien, en fait, qui est un pouvoir en fait qui ne se cantonne pas à Israël, mais qui tient sous son emprise les gouvernements de la majorité des pays européens, mais surtout des États-Unis d'Amérique, pense être en mesure de parachever son grand œuvre, qui est l'avènement du Grand Israël. Donc l'avènement de ce Grand Israël, du Nil à l'Euphrate, suppose la destruction de toutes les entités étatiques suffisamment puissantes pour l'unir. Donc l'objectif avait été affirmé dans le sillage des attentats du 11 septembre 2001, d'ailleurs trouver à qui profite le crime, et tout un ensemble d'États ont été renversés les uns après les autres, dont la particularité commune était d'être résolument hostile à Israël. Qu'il s'agisse de la Libye, qu'il s'agisse de la Syrie. On pourrait parler aussi d'Omar el-Béchir au Soudan, même si ça paraît un peu plus lointain. Ouais. On a eu aussi, bon, bien sûr, comment ne pas parler de ce qui se passe à Gaza. Donc ça, c'est la dernière étape. On a eu alors j'ai parlé de l'Irak. Et donc là, maintenant, on arrive en fait au dernier morceau qui est le plus gros et qui est l'Iran. Et en fait, l'invasion de l'Iran est devenue possible depuis que dans le sillage du 7 octobre, là, je ne sais pas s'il y a une causalité, mais il y a une corrélation évidente, c'est-à-dire que le 7 octobre a permis à Israël, lui a donné le casus belli, en fait, d'abattre on va dire, les deux derniers remparts qui le gênaient pour arriver en fait on va dire au dernier boss, j'ai employé un vocabulaire de jeu vidéo, je suis désolé, on va dire le boss iranien. Donc on s'est servi du 7 octobre pour réprimer à Gaza, ensuite pour affaiblir considérablement le Hezbollah au sud, et en décembre dernier, de faire chuter le pouvoir syrien en le remplaçant par qui vous savez. C'est-à-dire que c'est un régime, il faut voir que maintenant le régime, on va l'appeler maintenant le régime, là je peux l'appeler le régime syrien actuel, qui maîtrise une portion de territoire qui était encore moins grande que celle du pouvoir antérieur. Donc une de ces marques d'allégeance, c'est là, par exemple, ils viennent d'expulser les combattants et les responsables des organisations palestiniennes, parce que c'est la condition qui est exigée par les États-Unis, donc Israël, pour lever les sanctions économiques. Vous voyez à quel point c'est oui, vicieux. il y a un fil Ariane. Ils disent, oui, tout à fait. Donc, ils disent qu'ils n'ont rien contre Israël, et je crois qu'ils ont même laissé ouvert leur espace aérien. Enfin, de toute façon, ils peuvent rien faire, vu que dès le milieu du mois de décembre, Israël avait bombardé la totalité des infrastructures militaires syriennes. Donc là, on arrive dans la dernière séquence pour abattre le dernier ennemi. Et là, ce qui est assez frappant, en fait, c'est qu'il y a un tel sentiment d'impunité que, vous voyez, même Colin Powell, avec sa petite éprouvette, là, pour moi, il me paraît sérieux, en fait, en comparaison de ce qu'on voit maintenant. Oui. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas de prétexte. Il n'y a rien. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle vraiment un crime contre la paix, au sens de Nuremberg. Et les gens racontent, mais n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Il y a tout ce délire à propos du nucléaire iranien où une semaine avant que les accords qui étaient en train d'être menés avec Trump, vous avez des officiels états-uniens qui disent mais non, il n'y a pas de bombe nucléaire, il n'y a rien du tout. Et là, juste après, ah bah oui, finalement, il y en a une. Il y a un grand danger. Donc, il faut y aller. Bon, vous voyez, là, ça, c'est la dynamique géopolitique qui me semble avoir résumé de façon assez rapide. Et après, simplement, pour le symbole, c'est on parlait, tu vois, Claude, on parlait de gens complètement lobotomisés. Je dirais que là, ce qu'on voit, c'est un peu le test suprême. C'est-à-dire que si quelqu'un ne voit pas que là, il y a quelque chose qui cloche vraiment dans le narratif, bon, soit c'est à désespérer de l'humanité, mais sur le très long terme, en fait. C'est-à-dire qu'avec des gens, si vraiment on fonctionne comme ça,
C'est l'évidence absolue que là, on est dans le non-sens, la violation la plus flagrante des règles internationales, tous les crimes les plus graves, les mensonges les plus énormes, les contre-vérités les plus perverses, etc. etc. Bon, je vais conclure très simplement. Hein, tout ceci ne laisse pas d'être extrêmement inquiétant, notamment pour nous qui sommes en Europe, parce que j'ai bien peur qu'une fois que tout ça sera terminé, vu que tous ces gens qui sont en train de faire ces choses au Moyen-Orient, en fait, ont des cousins qui ont les leviers de pouvoir dans nos pays, hein, et bien que, en fait, ils se sentent les coudées encore plus franches pour nous agresser encore plus fort que ce qu'ils font déjà. Et pourtant, c'est déjà assez pénible. Ben oui, comme je te le disais, l'occupation est douce, mais sournoise, invisible, mais nous sommes sous occupation. Pour l'instant, ça se passe à peu près bien, quoi. Mais on peut parfaitement subir le sort des Palestiniens quand ces messieurs le décideront. J'espère que d'ici là, beaucoup d'yeux se seront ouverts. Voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer à dénoncer ceux qui méritent de l'être encore et toujours, et de pointer du doigt sur les véritables commanditaires. Enfin là, François, je ne sais pas si tu as vu les images, mais c'est Israël qui ressemble de plus en plus à Gaza. Hein. En l'espace d'une semaine, l'Iran a mis une sacrée raclée à Israël. Ça ne leur est jamais arrivé de leur histoire. C'est la première fois qu'ils assistent à un tel niveau de destruction. Et les missiles iraniens ont l'air d'être particulièrement efficaces et pas faciles à arrêter, puisqu'il faut 10 missiles israéliens pour arrêter un missile iranien. Bon, alors là on peut effectivement, ça on peut s'en féliciter. C'est quand même mieux que ce soit un peu plus équilibré. Maintenant, on va attendre la décision de Donald Trump d'ici une dizaine de jours. Connaissant l'individu, son tropisme pro-israélien fanatique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais oui. On a rarement vu, on n'a jamais vu un président américain comme ça, états-unien, pardon. Après, il faut voir comment ça évolue, mais bon, attendons. Hein. Ouais, attendons, on croise les doigts. S'il s'engage, le risque, c'est le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Ça, à mon avis, ça doit peser dans sa réflexion. S'il est raisonnable, il restera en dehors. Parce que s'il s'engage, la Chine et la Russie s'engageront derrière l'Iran. C'est automatique. Vu qu'ils sont membres des BRICS, à un moment, on se demande à quoi sert cette alliance. Alors certes, ça n'est pas l'OTAN. Ils sont membres de l'organisation de Shanghai. Oui. C'est une organisation militaire. D'accord. Bon, oui, donc au bout d'un moment, il faudrait que ce soit. Bon, on peut quand même remarquer que de fait, les États-Unis sont co-belligérants. Oui. Bon, mais après, c'est vrai que c'est autre chose que d'envoyer leurs propres avions. Enfin, même s'il y a peut-être des avions déguisés. Enfin, j'ai lu quelques articles. Les États-Unis sont dans la même merde que nous, François. Ils sont sous domination aussi. Donc, quand on parle des États-Unis. Oui, bien sûr, c'est pas. Voilà. Tu vois, j'étais en train de lire ça, je suis en train de lire ça en ce moment. On est évident que c'est pas Jacques Kerouac qui attaque l'Iran. Vous voyez? C'est ça. Kerouac. Une très saine lecture que j'ai dévorée dans les années 70. Oui, c'était notre Bible à l'époque. Jacques Kerouac, c'est la Bible. Voilà, bon. Voilà, mais donc, pour finir ça permet d'en parler en bien quand même de certains États-Uniens, même si il était quand même originaire du Canada et de Bretagne, je sais quand même à dire. Mais bon, ça, oui. Ah, alors, tu vois, un breton. Mais pour finir sur une note optimiste, François, je ne sais pas si tu vois la même chose que moi. Il est en train de se mettre en place une société parallèle, la société des éveillés, la société des gens qui ont commencé à comprendre dans quel merdier nous vivions
et comment essayer de s'en extraire le plus possible, hein. Avoir le moins possible les pieds dans la merde et continuer quand même à vivre. Moi, je le constate au niveau des médias indépendants, on commence à constituer quand même un petit contre-pouvoir. Parce que si les médias mainstream, eux, sont en baisse d'audience, les médias indépendants, eux, sont en progression constante. Et s'il se produit chez nous ce qu'il se produit aux États-Unis, la majorité des jeunes Américains ne s'informent plus à la télévision, mais sur Internet. Donc, à terme, je ne sais pas combien de temps cela prendra. Et puis, cela suppose qu'on nous laisse libres, hein. Ça, c'est une autre histoire. Mais ils ont c'est pour ça que la répression est aussi forte en ce moment. C'est parce qu'ils ont une visibilité sur le phénomène de contre-culture, contre-société. Ils en savent beaucoup plus que nous, en fait, sur son étendue réelle. On nous cache, en fait, on va dire l'étendue de son existence. Et on peut imaginer qu'il y a une corrélation entre l'accroissement de la répression avec la réalité du phénomène que tu décris. Parce que s'il était beaucoup plus bénin, il n'irait pas aussi fort. Donc c'est quand même un indice indirect. On ne va pas les remercier, bien sûr, parce qu'on aimerait avoir les statistiques officielles, ce serait quand même plus utile. Mais en creux, voilà. S'il réprime, ça veut dire qu'on existe. Voilà. Donc, comme disait Claude, il faut qu'on continue à se battre. Il faut qu'on continue le combat tant que Dieu nous donne la force pour ça. On était Absolument. à 1h28, on a dépassé d'une demi-heure le temps qu'on s'accorde habituellement. François, il y a bien d'autres. Je sais que tu es plein de ressources, si j'ose dire. Il y a bien d'autres sujets qu'on pourrait aborder avec toi. Là, nous, on va prendre quelques semaines de vacances à partir du mois d'août, mais en septembre, on va reprendre de plus belle et ça nous ferait plaisir que tu acceptes de nouveau une invitation parce que les sujets dont on pourrait parler ne manquent pas. Bah, écoute, volontiers, avec plaisir. Mon cher Claude, le mot de la fin? Le mot de la fin, écoute, on continue. On continue à dénoncer ce qui mérite de l'être, envers et contre tout. Voilà. Et puis sinon, François, merci beaucoup de ta venue. C'était un plaisir, écoute. Et puis Eric, merci aussi pour la technique, parce que sans toi, TVADP n'existerait pas. Donc c'est bien aussi de le rappeler quand même. Et puis merci à tous nos amis internautes qui, je vois, sont présents et actifs sur, j'allais dire le chat, mais ça m'énerve ce terme anglo-américain, sur les commentaires. Voilà, on va essayer de rester français. Donc voilà mon mot de la fin. Merci. Amis internautes, merci. Bonne soirée à vous tous et puis on se retrouve la semaine dernière. Ah, la semaine prochaine, tu n'es pas là, Claude, c'est ça? Non, la semaine prochaine, je suis en déplacement et je suis impossible d'assurer l'émission vendredi et le samedi. Voilà. Alors, quand le chat n'est pas là. J'espère, amis internautes, que vous n'allez pas m'en vouloir, mais Eric, le fidèle au poste, il sera là. C'est ça. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. On va en profiter. On va prendre ta place. Ça. Voilà. Merci Eric, en tout cas. Merci François. Et merci François. Merci Eric. Merci Claude. Et bonnes vacances. Merci. Enfin, oui. Bonne soirée à vous tous. Bien. It's what you do. You give me